Hello les devs, j'espère que vous avez la pêche. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de la Minute de Code pour une toute nouvelle vidéo qui fait suite à la playlist Apprendre Nest.js de A à Z. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spéciale. On va se faire un petit projet avec tout ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. Donc si tu veux revoir les épisodes ou si tu n'as pas vu les épisodes, je te mets bien sûr les liens en description. Ils sont bien sûr disponibles également sur laminutedecode.com et sur l'application qui est disponible sur iOS et Android. Donc n'hésitez pas à aller checker si cela vous intéresse. Et ici donc on va se faire un projet en mettant en place un système d'authentification avec une application Next.js qui va consommer notre backend du coup Nest.js. Donc on va faire ça de manière sécurisée. Par exemple, nous n'allons pas sauvegarder le mot de passe en clair, on va le hasher et on va mettre en place tous les systèmes de sécurité que l'on a vu dans l'épisode précédent pour construire du coup cette interface de manière sécurisée. Donc si tu es prêt mon ami, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la petite cloche de notification pour être au courant des dernières sorties de vidéos. Sinon c'est parti, let's go. Donc première étape, on va initialiser notre projet avec Nest.js comme on l'a fait dans le début de la playlist. Donc ici j'ai ouvert simplement mon bureau sur mon éditeur de code qui est bien sûr vide. On se retrouve sur nestjs.com où nous allons pouvoir donc récupérer la commande nest new project name. Je rappelle qu'on a déjà installé le CLI en début de playlist, mais si jamais vous avez pris la playlist en cours, n'hésitez pas à installer le CLI de manière globale du coup sur votre machine afin de réaliser les commandes de Nest. Ensuite, je me dirige dans le terminal, new terminal, et je vais tout simplement coller ma commande et renommer du coup le projet, puisqu'ici je vais pas l'appeler project name, on va plutôt l'appeler backend. Donc c'est le nom du dossier qu'il va donner juste ici. Comme ça on aura un dossier pour la partie backend et un dossier pour la partie front-end. Donc là hop, je clique sur OK, enfin entrée. On nous demande ensuite le package manager. Ici on va utiliser npm. Donc hop, je clique également sur entrée et donc là il va nous installer notre dossier avec tout le nécessaire comme on a vu dans la première vidéo. Seconde étape, on va connecter notre base de données et on va utiliser le même outil que dans la vidéo précédente. Pour ça on va utiliser Neon. Neon, je rappelle, c'est un serverless hébergé dans le cloud qui nous permet d'héberger notre base de données PostgreSQL et de la faire évoluer. C'est un outil assez pratique. On va cliquer sur Start for Free et ici on va pouvoir donc se connecter gratuitement. Vous pouvez créer un compte gratuitement. Vous cliquez sur Create Project, vous donnez un nom à votre projet. Pour ma part, je vais l'appeler tuto, mais vous l'appelez comme vous voulez. On va rester sur la version 17 de Postgre. Au niveau du cloud, je vais rester sur AWS et au niveau de la région, vous choisissez celle qui est la plus proche de chez vous. Pour ma part, ça va être Londres. Ensuite, je vais cliquer sur Create. Nickel. Je vais cliquer ensuite sur Connect au niveau de Connect to Your Database et ici, je vais pouvoir récupérer les informations qui m'intéressent. Mais avant, je vais me diriger sur Prisma, prisma.io. Je rappelle que c'est un ORM, Object Relational Mapping, qui va nous permettre de communiquer avec notre base de données de manière simplifiée et je vais récupérer également la commande ici npx prisma init-db. Donc je copie la commande, je me dirige une nouvelle fois sur mon terminal, sauf que là, attention, je suis sur le dossier desktop, je ne suis pas dans le dossier backend. Donc je vais faire un CD suivi du nom de mon dossier qui est backend pour switcher à l'intérieur de mon dossier. Donc là, je suis bien dans backend. Ou alors, vous faites un clic droit, Open in Integrated Terminal. Ça fonctionne également. Ensuite, je vais coller du coup ma commande pour initialiser Prisma au niveau de mon dossier backend. Donc là, même histoire, il va nous demander du coup la région. Choisissez celle qui est la plus proche de vous. Pour ma part, donc Paris. Je vais donner un nom à mon projet, même si ça n'a pas d'importance. Alors, il se peut que si vous n'êtes pas connecté à Prisma, il va vous demander de vous connecter. Vous pouvez le faire. Mais ça va rien changer puisqu'en fait, on va pas gérer la base de données avec Prisma, on va gérer la base de données avec Neon. Donc ici, je vais l'appeler tuto, mais je vais pas vraiment interagir avec ce projet Prisma puisqu'on utilise Neon. Une fois que ceci est fait, on est bon. On va pouvoir se diriger au niveau de notre dossier Prisma et ouvrir le fichier schéma.prisma. Donc ici, même histoire. Au lieu d'utiliser le Prisma Client, on va utiliser le Prisma Client JS qui va nous permettre donc d'utiliser le CDN de Prisma Client au lieu de faire un output avec la génération du fichier. Donc ça, hop, on va l'effacer. On reste donc sur le PostgreSQL et puis on va directement donc se faire notre modèle pour notre table. Donc je vais faire un modèle user
On ouvre donc nos accolades et ici donc on aura un champ ID qui sera un nombre entier, donc int. Ce sera une clé primaire, donc je vais faire un arrobase ID et on va utiliser également un arrobase default pour lui donner du coup une valeur par défaut. Et pour ça, on va utiliser donc la fonction auto-increment qui va donc donner un ID 1, 2, 3, 4, etc. On aurait pu utiliser également UID, d'accord, qui est une autre fonction qui permet de faire la même chose, sauf que UID lui, alors hop, UID lui, alors j'ai mis 2D, ça va pas le faire, c'est 2D. Et évidemment, ici il va y avoir une erreur parce que int est un nombre. Et UID lui va donner une chaîne de caractères en tant que ID. Donc c'est une autre manière de faire, mais nous on va rester donc sur auto-increment pour avoir l'ID 1, 2, 3, 4, etc. Après c'est suivant bien sûr vos besoins. Second champ, on aura donc le champ name. Ici ce sera une chaîne de caractères, donc hop, un string. Ensuite, on aura un password, donc un mot de passe. Hop, j'ai mis un espace en trop, password, pareil, qui sera également un type string. On aura une email qui sera de type string et là, on va utiliser arrobase unique pour lui dire que la valeur ici sera unique, d'accord? On ne peut pas avoir la même valeur pour plusieurs utilisateurs, donc l'email sera unique par rapport à un user. D'accord? Ensuite, on va donner le rôle. Donc, pour le rôle, on va créer une énumération. Ici, je crée un enum rôle. Et donc, j'ouvre mes accolades et on aura admin et user comme rôle. Et donc, dans le champ rôle, je vais lui dire qu'il va respecter mon énumération rôle et que par défaut, donc default, il aura user. Et ensuite, les champs pour created at et updated at pour avoir donc la date de création et la date de modification. Alors attention, j'ai fait une petite faute ici à rôle, j'ai oublié le E. Donc ici, on a bien la date de création et la date de modification. Ensuite, ce qu'on va faire, on va se diriger une nouvelle fois sur la console de Néon et on va chercher dans l'env la variable correspondante à notre URL. Donc ici, je fais un copy snippet. Je me dirige sur mon fichier env qui a été généré en même temps que Prisma. Et donc, je vais changer toutes les valeurs ici par ma vraie URL de Néon. Donc ça, on peut se l'effacer. Et au niveau de notre terminal, on va installer npmi prisma client, donc @prisma/client. Et on va également donc installer nos adapteurs pour Prisma pour PostgreSQL. Donc je rappelle qu'on a besoin de cette dépendance afin de connecter notre PostgreSQL Néon avec Prisma. Donc pour ça, pg et @prisma/pg adapteur. C'est adapteur pardon pg. Hop. Nickel. Une fois qu'on a donc tout ça, on va pouvoir migrer notre base de données et créer notre base de données avec la table que l'on vient de faire au niveau de notre schéma. Donc pour ça, je vais faire un npx prisma migrate dev. Il va nous demander un nom au niveau de notre migration. Ici, on va l'appeler init, mais vous l'appelez comme vous voulez, init, parce que c'est la première migration. Une fois que ceci est fait, on a bien notre dossier migration et je rappelle à l'intérieur, on a bien un fichier SQL qui va créer notre base, enfin notre table plutôt de données que l'on a créé au niveau de notre schéma Prisma à partir du modèle. Une fois que ceci est fait, on va générer également le Prisma Client. Donc, même histoire, au niveau de notre terminal, npx prisma generate pour générer donc notre Prisma Client. Ok, on est bon. Troisième étape, donc maintenant on va créer notre module pour la connexion. Donc toujours au niveau de notre terminal, je vais faire un nestg module et on va l'appeler database. Parfait, je vais faire également nestg controller et on va l'appeler database. Et je vais faire la même chose pour le service. Hop, et on va l'appeler donc database. Parfait, donc au niveau de source, ici, j'ai bien database avec mon module, mon contrôleur et mon service. Donc ici, ce qu'on va faire au niveau de notre database service, on va lui dire déjà que cette classe va s'étendre en utilisant extend Prisma Client. Donc on va récupérer le Prisma Client qu'on n'oublie pas d'importer depuis Prisma/client. Hop, nickel. Et on va lui dire également implement. Et on va utiliser donc la directive on module
init qu'on n'oublie pas également d'importer du coup pour implémenter cette fonction qui va s'exécuter lors de l'initialisation du coup de notre service. Ensuite ici on va pouvoir utiliser le constructeur. À l'intérieur de ce constructeur, hop, on va ouvrir nos accolades et on va créer donc une instance de classe qui va nous permettre de créer la connexion. Donc je vais faire une variable que je vais appeler Paul est égal, on va utiliser le constructeur new quoi? New Paul. Et donc ici on aura un objet avec, alors oups, il m'a mis des choses que je ne veux pas, voilà. Et ici donc on va mettre la propriété connection string qui va correspondre à process.env.database URL qui, je rappelle, est la variable d'environnement qui se trouve dans notre fichier env, d'accord? Il a le même nom. Donc ici on vient l'importer de cette manière. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent avec des technos comme Nest.js ou encore Next.js. Une fois qu'on a ceci, on va créer une instance de classe avec notre adapteur. Donc je vais faire une variable que je vais appeler adapteur est égal à new prisma, alors oups, prisma pg, et cette fonction elle va récupérer du coup notre variable Paul qu'on a créé juste en haut. Ensuite on va pouvoir donc appeler le constructeur de classe parente avec l'adapteur, et pour ça on va utiliser super, et super va avoir un objet avec l'adapteur, donc notre variable adapteur qu'on a juste ici. Alors attention, il ne me les a pas importés automatiquement. Ici, je vais commencer par importer du coup Prisma PG et Paul depuis PG. PG de PostgreSQL et Prisma PG depuis Prisma/adapteur PG que l'on avait installé juste avant. Ok, parfait. Une fois que ceci est fait, ici, on va juste en bas et on utilise donc le module onModuleInit pour créer la connexion à l'initialisation. Donc je vais utiliser une fonction asynchrone, async, qui va nous renvoyer une promesse. On utilise la fonction onModuleInit avec le début en minuscule qui est la fonction de notre classe onModuleInit, juste ici. Et c'est elle qui va nous permettre la connexion. Donc j'ouvre une nouvelle fois mes accolades et je vais lui dire await, on attend que la promesse soit résolue, 10 pour faire référence à notre objet et on utilise donc $connect pour créer la connexion. Ensuite, on va se diriger au niveau du database module et on va venir exporter nos services. Alors pour ça, je vais utiliser la propriété export database service. Comme ça, on va pouvoir l'utiliser dans d'autres modules. Le contrôleur, on ne va pas le toucher, on n'en a pas besoin au niveau de ce module-là. Ensuite, ce que je vais faire au niveau du main.ts, je vais venir importer .events config pour pouvoir utiliser nos variables d'environnement. Donc là, logiquement, on a notre module de connexion et au niveau de Néon, si je vais au niveau de table, vu qu'on a migrate dev, on est censé avoir notre table user avec ID, name, password, email, etc. Donc là, on est plutôt bon. Maintenant, je vais retourner sur mon éditeur. Ce qu'on va faire, on va se créer maintenant notre module user qui va nous permettre donc la création. Ici, dans le terminal, nestg, on va commencer par le module, on va l'appeler user. On va faire également nestg controller user et nestg service user. Ok, parfait. Au niveau de source, maintenant, j'ai bien mon dossier user. Et avant même de commencer, du coup, mes services, ce que je vais faire, je vais me créer une entité. Donc, dans user, je vais me créer un nouveau dossier. Ce dossier, je vais l'appeler entity. Et à l'intérieur, on va se faire un fichier qu'on va appeler user.entity.ts. Vu qu'on est avec TypeScript, je rappelle. Alors ici, on a un fichier entity. Ce sont des fichiers qui vont contenir des entités de l'application. Une entité, ça va représenter une table dans votre base de données. Par exemple, ici, nous avons une entité, l'entité user. Donc ici, ça va être assez simple. Ce qu'on va faire, on va utiliser les types générés par Prisma pour nous assurer la compatibilité. Donc je vais faire un export type. On va aller chercher donc user from Prisma Client. Hop, parfait. Et je vais faire la même chose avec les rôles. Donc on vient chercher rôle from Prisma Client.
Et donc là, hop, on fait un petit espace, sinon il y aura une erreur. On a simplement utilisé les types de Prisma, au lieu de les écrire directement à la main. Ensuite, ce qu'on va faire, on va créer les DTO. Donc, dans User, je crée un nouveau dossier que je vais appeler DTO. Et donc, à l'intérieur, create-user.dto.ts. Alors, j'ai fait une petite erreur ici. Et on va faire la même chose pour la modification. Donc, update-user.dto.ts. Et on va commencer donc par le create user. Alors, chose à faire ici, c'est installer deux dépendances qui vont nous être nécessaires. On va commencer par installer avec un npm i. Alors, veillez à bien être dans le dossier backend. On va installer class validator et class transformer, qui vont nous permettre donc d'utiliser les directives qui vont nous permettre de contrôler les champs. Et maintenant, on va faire un export class create user DTO. Hop, on ouvre nos accolades et on va pouvoir typer tous nos champs. Par exemple, si on suit notre modèle Prisma, nous avons le champ name. Nous avons également le champ password qui est de type string. Nous avons également l'email qui est de type string et le rôle. Alors, attention, ici, j'ai dit string et bien sûr donc le rôle qui est facultatif et qui va correspondre à soit admin, soit user. Hop. Et là, il manque le petit point virgule. Et un espace en trop ici. Et un espace en moins ici. Voilà. Alors là, type classique avec TypeScript. Mais maintenant, on va utiliser nos directives. Donc, je vais commencer par importer isString, qui lui est une directive qui va vérifier si c'est une chaîne de caractères. Et donc ça, on l'importe de classe validator. Donc from classe-validator. Ok, parfait. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va pouvoir donc préciser ici que nous attendons une chaîne de caractères avec donc la directive que l'on a importée, isString. Si jamais ce n'est pas une chaîne de caractères, on renvoie un objet avec le message. Le nom doit être une chaîne de caractères. Alors on va mettre les simples cotes, sinon il ne va pas apprécier. Hop. On va faire la même chose avec la directive isEmpty, qui va vérifier que le champ ne soit pas vide. Donc pareil, même histoire, on va l'importer depuis class validator. On va lui dire également minLength. Donc minLength va attendre en premier lieu le nombre de caractères minimum, 3. Et ensuite notre message d'erreur si jamais il fait moins. Même histoire pour le maxLength. maxLength. On va lui dire 20 caractères maximum, sinon tu me renvoies le message d'erreur. Et donc de cette manière, nous avons contrôlé le champ name. On va faire la même chose pour le type password. Donc ici, on va attendre is. On va utiliser noteempty déjà en premier lieu. Le mot de passe est requis. On va utiliser également minLength et maxLength. Donc le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères et il doit contenir au moins 20 caractères. Sinon, bah hop, on renvoie un message d'erreur. Alors, on va simplement ici réduire le message. C'est pour ça qu'il y a une erreur. C'est parce que pour lui, c'est trop gros. Donc, on va lui dire 8 caractères minimum, 20 caractères maximum. Et on va faire la même chose donc pour l'email. Pour l'email, on a également isEmail, qui lui va vérifier que c'est bien une adresse email. Sinon, il nous renverra donc une erreur. L'email est invalide. On attend un email valide. Alors, on n'oublie pas également de se l'importer ici. Et ici, on va effacer la simple cote, sinon il va y avoir une erreur. Et on va faire la même chose pour le rôle. Alors, on peut vérifier également que l'email n'est pas vide. Is not empty. Hop, même histoire, on va effacer la simple cote.
Et le rôle, pareil, on va lui dire is optional pour lui dire que c'est optionnel. Alors, oups, optional, voilà. Et on va également utiliser is enum. Is enum. Donc is enum, lui, va contenir un tableau. Hop. Dans ce tableau, on va avoir soit admin, soit user. Sinon, on renvoie un message d'erreur. Le rôle est invalide. Et donc là, grâce aux classes DTO, on vient tout simplement, alors petit point virgule sinon il y a une erreur, on vient tout simplement contrôler chaque champ pour la création de notre utilisateur. Puisque ici, il va remplir simplement le nom, le mot de passe, l'email et le rôle. Chose qu'on a bien déterminée au niveau de notre schéma. Name, password, email, rôle. Ce sont ces 4 champs qu'il va remplir. Ceci va s'auto-incrémenter automatiquement et ça va se créer automatiquement également. Donc maintenant, on va faire la même chose pour user, mais de manière simplifiée, on va lui dire que cette classe va hériter des mêmes champs que create. Donc pour ça, je vais simplement faire un export class, update user DTO, extend, donc on vient étendre notre classe et en utilisant partial type pour hériter donc de create user. Et donc, on n'oublie pas de se les importer, pardon, juste ici. Alors, on va avoir une petite erreur, hop, au niveau de mapped type. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est l'installer. npm i et on vient installer mapped type. Comme ça, on n'aura plus l'erreur. On n'oublie pas le petit espace, sinon il va y avoir une erreur et on est bon au niveau de nos classes DTO. Maintenant, une fois qu'on a nos classes DTO et notre entité, on va pouvoir commencer du coup à coder notre module et nos services. Et bien sûr nos contrôleurs. Alors première chose, au niveau de user module, alors là, il y a une petite erreur, c'est parce qu'il manque une petite virgule, on va venir exporter également user service, donc les services de user. Et on va venir importer, import, data module. Data module qui, je rappelle, est notre module pour la connexion avec notre base de données. On va en avoir besoin donc pour communiquer avec la base de données. Donc on importe ce module et on exporte donc nos services pour pouvoir l'utiliser ailleurs. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir se diriger au niveau de notre service, donc user service. Donc là, on va faire quelque chose de sécurisé. Donc le mot de passe ne doit pas être intégré dans notre base de données de manière claire. Il va falloir utiliser une dépendance pour ça, pour contrôler du coup ce champ et le rendre sécurisé. Alors au niveau de notre terminal, je vais installer la dépendance bcrypt pour pouvoir hacher le mot de passe. Et on va également installer type/bcrypt pour les types de bcrypt. Donc ça va être notre première barrière de sécurité que l'on va mettre en place. Ça va être pour le mot de passe. Une fois que j'ai installé ces dépendances, je vais me faire une variable que je vais appeler salt round. Hop, et on va lui donner 10. Donc ici, on met 10 qui représente le nombre de rondes pour le hachage. Un round, c'est une itération de l'algorithme de hachage. Et donc ça va nous permettre de sécuriser notre mot de passe. Une fois qu'on a ceci, à l'intérieur de user service, on va utiliser le constructor. Ici, on va utiliser private qui permet de rendre la propriété privée et read only qui va nous permettre de rendre la propriété en lecture seule. Et donc on va utiliser database service et on vient importer donc notre database service pour connecter du coup notre base de données avec notre fichier. Donc la première fonction qu'on va faire, c'est la fonction pour créer un utilisateur. Donc ça va être une fonction asynchrone, une fonction qui va être exécutée de manière différée dans le temps et qui va donc nous renvoyer une promesse. À l'intérieur de cette fonction qu'on va appeler par exemple create, on aura un paramètre create user qui lui va représenter les données de l'utilisateur. Et ces données va respecter du coup notre classe DTO create user DTO qu'on a créé au préalable. On n'oublie pas que create user DTO, on doit l'importer depuis notre dossier DTO. Ensuite, on va lui dire donc que tout ça nous renvoie une promesse vu qu'on utilise une fonction asynchrone et qu'elle va respecter user.
Alors attention, user, on ne vient pas l'importer depuis Prisma Client, mais plutôt depuis notre dossier entity, puisqu'on a créé notre entité. Donc autant l'utiliser. Ensuite ici, première chose, on va hasher le mot de passe. Donc j'ouvre mes accolades, je vais me faire une variable que je vais appeler hashed password. Je vais lui dire que c'est égal à await bcrypt.hash. Donc on vient hasher le mot de passe avec createUser.password qui représente le mot de passe de l'utilisateur et saltRound donc pour le nombre d'itérations. On n'oublie pas que bcrypt, on doit venir l'importer ici au niveau de nos dépendances. Donc import étoile pour dire que j'importe tous les éléments de bcrypt from bcrypt. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser notre database service. Donc à la suite du coup du hachage, on va lui dire qu'il va return. Alors return this.database service. Donc on vient accéder à notre database service .user qui représente notre table .create pour créer l'utilisateur. Donc ici on aura data avec tous les datas de l'utilisateur. On aura donc le name qui correspondra à name.createuser.name. Pareil pour l'email, pareil pour le rôle. Sauf que le rôle, il y a une petite particularité, c'est qu'on l'a mis au niveau de Prisma en majuscule. Donc il faut le transformer. Donc ça, on va le mettre en premier lieu entre parenthèses et on va lui dire que si il est défini, alors on va utiliser tout uppercase pour le transformer en majuscule. As role, donc pour respecter notre type de notre entité role que l'on vient apporter également au niveau de nos entités. Ensuite, on va lui préciser également que par défaut, donc c'était user. Donc on peut soit le mettre en role user ou en chaîne de caractères directement à partir de simple quote. Donc ici, on a simplement une petite erreur, c'est parce que la ligne est courte et donc il attend que la variable soit sur une seule ligne. Hop, donc on va venir se le mettre sur une seule ligne, comme ça, on n'a plus de problème. Ok, donc là, on a notre fonction de création d'utilisateur. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se réduire ceci, comme ça, on voit un peu plus notre fichier. Et on va créer maintenant la fonction qui va aller chercher tous les utilisateurs. Donc on va l'appeler findAll. Donc findAll va avoir un paramètre à l'intérieur. On va lui dire que comme paramètre, il aura le rôle qui sera optionnel et de type string. Le tout, bien sûr, nous renverra une promesse qui va respecter user sous forme de tableau. Il va nous renvoyer un tableau d'objets. Hop, on ouvre nos accolades. Et donc, que va faire cette fonction? On va lui dire en premier lieu, if, si j'ai le rôle, dans ce cas-là, on peut trier par rôle. Et pour trier par rôle, je vais simplement lui dire qu'il va return this.databaseservice.user.findMany pour aller chercher plusieurs utilisateurs. Et dans findMany, ce qu'on va faire, on va utiliser la clause where qui va lui donner donc une condition de recherche. Et la clause, ça va être le rôle. Rôle, point, on transforme tout uppercase, on ne sait jamais, donc on le remet en majuscule et on return bien l'utilisateur. Sinon, on return directement tous les utilisateurs sans clause where. Alors, on n'oublie pas, par contre, juste ici, la petite virgule. Hop. Donc, soit on a le rôle, et dans ce cas-là, on renvoie les utilisateurs selon le rôle. Soit on n'a pas le rôle en argument. Dans ce cas-là, on renvoie tous les utilisateurs. Alors, n'oubliez pas, ici, hop, le petit espace. C'est pour ça qu'il y a une petite erreur. On va faire la même chose maintenant pour aller chercher un utilisateur par rapport à son ID. Donc, pour ça, on va créer une fonction find_one. Pareil, il aura un paramètre qui va être l'ID et lui va être obligatoire. Il sera donc de type number puisque je rappelle qu'on utilise auto-increment. Il sera également en promesse. Il nous renvoie une promesse de type user ou null. Et donc ici, il va nous return un
database service.user.find unique pour aller chercher un utilisateur en particulier. Et même histoire, on utilise donc la clause where. On vient chercher donc l'utilisateur par rapport à son ID que l'on place dans le paramètre de la fonction. De la même manière, on va faire la même chose pour l'authentification par rapport à l'email. Donc find by email, donc ça va être la même chose que la fonction précédente, sauf que là, on vient chercher l'utilisateur par rapport à son email. Et cette fonction-là, on va s'en servir donc pour l'authentification, lorsqu'il va se connecter. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on a? Notre fonction de création, notre fonction pour aller chercher tous les utilisateurs, notre fonction pour aller chercher un utilisateur par rapport à son ID, un autre pour l'authentification qui va aller le chercher par rapport à son email. Alors, il nous manque donc la fonction qui va update l'utilisateur. Donc, async function, update, lui va avoir le paramètre en premier lieu ID pour modifier le bon utilisateur. Et en second lieu, il aura update user qui va représenter l'objet avec les données qui vont respecter donc update user DTO. On n'oublie pas, on a créé une classe DTO pour ça. Alors ici, il va nous renvoyer une promesse de type user, pas besoin de mettre nul. Et donc ici, si le mot de passe est modifié, eh ben, il va falloir le rehasher. Et pour ça, même histoire. On va créer une variable, hashed password, qui va être string ou indefinite. On va lui dire if si jamais update.password est déclaré. Alors dans ce cas-là, on fait la même chose que tout à l'heure. On vient récupérer le mot de passe avec nos itérations. Ensuite, on va return du coup database service.user et accéder à la méthode user. On utilise la clause where parce qu'on modifie l'utilisateur par son ID. Donc il faut bien du coup le préciser pour modifier le bon utilisateur. On utilise du coup le spread operator pour récupérer les anciennes données. Et si jamais le mot de passe a été modifié, eh ben on rehash le mot de passe. Alors on peut dire ou indefinite. Parce que sinon, il n'est pas obligé de le modifier. Pour le rôle également. Alors on va mettre ici également rôle. Si jamais le rôle a été modifié, alors même histoire, on va lui demander est-ce que update user, alors update user point rôle est déclaré. Si c'est le cas, eh ben on prend le rôle de l'utilisateur, le nouveau, et on le transforme en uppercase en suivant du coup notre type rôle, ou alors indefinite. Alors là, il y a une erreur, c'est simplement parce que pour lui, c'est trop long, la ligne est trop longue. Donc on va mettre tout à la ligne, comme ceci, parfait. Là aussi, tac, on va couper à la ligne. Parfait, ça, on va l'avancer également. Ok. Et ici, il manque un espace entre le if et nos parenthèses. Nickel. Et le update user DTO qu'on vient importer également au niveau de nos imports. Ok. Et donc là, on a notre fonction donc pour modifier. On va faire la même chose pour supprimer l'utilisateur. Donc on va faire une fonction remove qui, elle, va avoir l'id en paramètre, qui nous renvoie une promesse de type user. Et donc il va nous return un this.databaseservice.user.delete pour accéder à la fonction delete. Et donc on va supprimer par rapport à l'id pour supprimer le bon utilisateur. On va faire maintenant une simple petite méthode utilitaire pour vérifier le mot de passe pour l'authentification. Ici donc je vais créer une async function que je vais appeler verify password. Ici il aura en paramètre plain password de type string. Il aura également hashed password, donc le mot de passe haché pareil de type string. Il va nous renvoyer une promesse qui sera un type boolean, donc soit true, soit false. Et donc il va return bcrypt et on utilise donc la méthode compare pour comparer du coup
le mot de passe que va rentrer l'utilisateur, parce que plain password va représenter le mot de passe que va rentrer l'utilisateur dans notre formulaire, à notre mot de passe haché dans notre base de données. Donc ça, c'est la fonction qui va nous permettre de comparer les deux. Si c'est bon, on autorise l'authentification. Si c'est faux, eh ben non. Hop, on fera une erreur. Alors, on n'oublie pas ici de supprimer l'espace, sinon il y aura une erreur. Ok? Et donc là, on est bon au niveau de nos services. Nos services sont bons. On a toutes les fonctions qu'on a besoin. Maintenant, on va faire le contrôleur. Donc, je vais dans User Controller. Et ici, même histoire. Donc, on va aller à l'intérieur de notre classe, créer toutes nos routes. Mais avant, on va lier nos services. Pour ça, donc, on va utiliser le constructeur. On utilise également Private et Read Online, avec cette fois-ci User Service qui correspondra à User Service qu'on vient importer. On n'oublie pas. Ensuite, on va commencer par notre première route, la méthode du coup post, pour du coup créer un utilisateur. De la même manière, je vais utiliser HTTP code pour le code HTTP qui sera le code 201. On n'oublie pas également de se les importer. Alors, vu qu'il y en aura énormément, on va les mettre à la ligne ici. Alors, il m'en a importé un peu plus, mais on va les importer petit à petit. Donc là, on a bien notre méthode post. Et que va faire cette méthode post? Elle va venir donc créer un utilisateur. On va accéder à la directive body pour accéder au corps du coup de notre requête HTTP. Avec donc create user qui représente l'utilisateur créé, qui respectera, je rappelle, notre classe DTO, create user DTO, qu'on vient importer. Hop, on vient ouvrir nos accolades. Ici, on va faire une variable cons user est égale à 10.user_service et on va utiliser .create pour créer l'utilisateur. Alors là, on a une erreur au niveau de body parce qu'il ne l'a pas importé. Hop. Ensuite, si jamais je n'ai pas l'utilisateur, hop, si j'ai le contraire de l'utilisateur, alors dans ce cas-là, on se rappelle, on a les exception filters. On vient donc ici utiliser bad request exception pour lui dire qu'il y a une erreur. Il y a une erreur quelque part, soit via les données, soit... Alors hop, là, on va simplement retirer la simple cote et le message est bien sûr trop long. On va lui mettre erreur lors de la création. Hop, on envoie donc une exception filter. Sinon, on return l'utilisateur. L'utilisateur est bien créé. Mais si jamais il y a un problème au niveau des données, etc., ou même si ça ne respecte pas notre classe DTO, on utilise donc notre bad request exception. Et donc ça va nous retourner une erreur 400, je précise. Ensuite, on va faire donc la fonction get, la route get qui va nous permettre donc de retourner tous les utilisateurs. Même histoire, on va utiliser un HTTP code et cette fois-ci c'est 200. Et donc ici, c'est la fonction find all. Alors hop, find all. Find all, je rappelle, on lui a donné un paramètre au niveau de nos services. Si je retourne sur find all, on lui a mis un paramètre optionnel qui est du coup le rôle. Donc dans notre contrôleur, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Utiliser la directive query qu'on avait vue pour aller chercher justement l'élément rôle. Et on lui précise d'ailleurs que rôle est optionnel et ce sera un type string. On est avec TypeScript, donc on vient typer. Ensuite, on vient ouvrir donc nos accolades. Et ici, on va créer une variable user qui va représenter notre utilisateur. Alors on peut le mettre au singulier. Est égal à 10.userservice.findAll avec du coup le rôle. Si jamais on a une erreur, si jamais on ne trouve pas les utilisateurs, on renvoie un not found exception qu'on vient importer. Pareil, un query, on va l'importer. Et get également, il me semble qu'il n'a pas importé. Et donc là, alors le petit espace, sinon une erreur. Donc là, même histoire qu'en haut, on retourne tous les utilisateurs, mais si jamais il y a un problème, on renvoie une erreur, cette fois-ci 404. On va faire la même chose pour récupérer donc l'utilisateur par rapport à son ID. Donc cette fois-ci, on va mettre un paramètre ici, .id, pour l'ID, le HTTP code. Donc là, on est sur du code 200.
Et donc ici, ce sera la fonction find1. Find1 donc va utiliser param, hop, qu'on vient importer, avec l'id. L'id, je rappelle, est un type, number et pas string, puisqu'on utilise auto-increment. Et je rappelle que params, lui, est une directive qui permet de récupérer le paramètre qu'on a rentré dans notre route. On va s'assurer également que id est bien un type number. Donc pour ça, on va utiliser le pipe parse int pipe, qu'on avait vu également pour transformer du coup l'id en number si jamais c'est pas un number. Ensuite ici, on peut directement utiliser du coup notre fonction avec l'id. Pas besoin d'utiliser parse int ici, puisqu'on a utilisé notre pipe. Si jamais on ne trouve pas l'utilisateur 404, notre found exception. Sinon, on return l'utilisateur. De la même manière, on va faire pour la route de modification. Donc patch, pareil, même histoire, il va avoir l'id. On envoie un HTTP code 200. Donc on utilise la fonction update. Alors là, on va mettre à la ligne parce que ça va être trop grand pour lui. Paramètre avec id. Donc la directive param pour récupérer l'id qu'on transforme en number, Ensuite, le body avec update user qui représente les données de l'utilisateur et update user DTO qui est notre classe DTO qu'on va venir également importer. Donc, alors, il m'a importé update user, oui, c'est bon. Update user DTO que on vient importer. Ensuite, si jamais on n'a pas le bon utilisateur ou s'il y a un problème, si on ne le trouve pas, on renvoie une erreur 404, notre found exception. Sinon, on return du coup notre utilisateur. Et donc de cette manière, alors là il y a une petite erreur, c'est normal, vous allez faire simplement virgule, espace ici, si vous avez la même erreur que moi, et vous n'avez plus d'erreur. Donc on importe également patch, ok, et on est bon. Donc patch, on n'oublie pas de l'importer depuis nest/common. Il nous manque quoi? Il nous manque la fonction pour supprimer l'utilisateur. Donc ça va être un peu la même chose, delete par rapport à l'id, on récupère l'id, on renvoie un HTTP code 200, on récupère l'id avec param qu'on transforme en number. Si jamais on ne trouve pas l'utilisateur, alors on renvoie un not found exception, on utilise notre service.remove pour le supprimer et on return l'utilisateur. Et on n'oublie pas d'importer notre fonction delete. Très bien, maintenant, prochaine étape, on va créer notre module pour l'authentification. On a notre module pour la création, la modification, etc. qui représente donc l'utilisateur. Celui pour la connexion de la database. Maintenant, il nous faut celui pour l'authentification. Donc, dans mon terminal, veillez à bien être dans le dossier backend, vous allez faire un nest-g module et on va l'appeler hot. On va faire la même chose pour le contrôleur que l'on va appeler hot. Et on va faire la même chose pour le service hot. Et donc ici, j'ai bien mon dossier hot qui a été créé. Alors, première chose, classe DTO. Donc on fait un dossier DTO avec login.dto.ts et on va faire également register.dto.ts. Hop, ok. Donc on va commencer par contrôler les champs par rapport à l'authentification. Donc je vais faire classe login DTO. Dans login DTO, on va avoir notre email de type string et notre mot de passe également de type string. On va vérifier isEmail et isNotEmpty si l'email correspond bien à un type email et si il n'est pas vide. Alors n'oublie pas de les importer depuis classe validator et ici on va simplement mettre les simples cotes parce qu'il n'aime pas les doubles cotes. Et on va faire la même chose pour le mot de passe. On vérifie si c'est bien une chaîne de caractères. On vérifie s'il n'est pas vide et on va vérifier la longueur. On avait mis à 6 il me semble. Donc c'est 6 caractères minimum. Doit être, on va mettre un string. Et donc on vient importer nos directives manquantes. Il nous manque is string et min length. Alors oups.
min length. Ok, parfait. Donc on vérifie l'email, on vérifie le password. Ça c'est bon. On va faire la même chose. Donc ça, je vais le copier et je vais le coller dans Register. Donc on aura également un name en plus de type string, un email, un password et on aura également un rôle. Donc on n'oublie pas isEnum, isEnum et on va mettre tout ça hop à la ligne, sinon il va pas être content. Ok. Et on n'oublie pas également name, donc on name, on vérifie si c'est bien une chaîne de caractères, si la longueur minimum est bien de 3 et si le max length, donc la longueur maximum, fait bien 20. On n'oublie pas également d'importer max length, parce qu'on ne l'avait pas importé. Donc là, on vérifie name, on vérifie également email, on vérifie également le password, et on vérifie également le rôle, avec isEnum. Et par contre, ici, on va lui dire que c'est optionnel. Optionnel. Voilà, parfait. Et donc là, on vient l'importer également. Nickel. Et donc là, on a bien nos classes DTO, donc pour le register et le login. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est un guards. Pour rappel, les guards servent à protéger les routes en appliquant des vérifications avant d'accéder du coup à cette route. Et ici, on va créer un guards qui va permettre de vérifier si l'utilisateur est authentifié. Donc pour ça, dans Hot, je vais me créer un nouveau dossier que je vais appeler guards. Et ici, je vais me créer un fichier que je vais appeler jwt-hot.guard.ts. Donc là, on va de nouveau installer des dépendances. On va installer npm-i nest, donc @nest /jwt pour mettre en place du coup les protections JWT et nest.js /passeport. On va également installer passeport et passeport-jwt. On les installe. Alors, petite erreur ici. Alors, j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié le nest.js, excusez-moi, au niveau de JWT. Donc c'est nest.js /jwt, nest.js /passeport, passeport et passeport JWT. Voilà. Une fois que c'est bien installé, ici, on va créer donc notre guards pour vérifier du coup l'authentification. Donc je vais faire un @injectable déjà pour lui dire que c'est un service injectable. Et ici donc on va exporter une classe qu'on va appeler jwt hot guard et on va lui dire extend, donc il va venir étendre avec extend et on va utiliser hotguards jwt. Ici jwt est le nom de la stratégie d'authentification qu'on va mettre en place. Ok, on n'oublie pas d'importer hotguard. Alors ici simple cote et pas les doubles cotes, sinon il n'est pas content, il n'est pas d'accord avec nous. Et ici un petit espace, enfin un petit retour à la ligne, sinon il n'est pas content également. Et donc là, on a bien notre guard. Alors ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est créer notre stratégie. Donc toujours dans Hot, je vais me créer un dossier que je vais appeler du coup stratégie. Alors stratégie. Et à l'intérieur, jwt.stratégie.ts. Ok. Donc ici, une stratégie est une classe qui va nous permettre de créer un middleware d'authentification. Donc pour ça, première chose, on va utiliser injectable pour lui dire que c'est un service injectable. Hop, en premier lieu. En second lieu, ici, ce que je vais faire, c'est exporter une interface que je vais appeler jwt payload. On ouvre nos accolades, on va avoir sub de type number et un email de type string. Parfait. Ensuite, je vais exporter du coup une classe que je vais appeler jwt stratégie. Hop, alors, oups. Stratégie.
Et on va lui dire donc extend, donc il vient venir également s'étendre par rapport à passeport stratégie, qui aura donc stratégie ici. Donc on n'oublie pas passeport stratégie de se l'importer au niveau de nos dépendances. Donc ça vient de passeport. C'est une classe qui va permettre de créer justement une stratégie d'authentification. Ensuite, on va utiliser le constructeur. Hop. Donc constructeur. Oups, petite erreur. Constructeur. Dans le constructeur, on va utiliser private et read online. Et donc ici, on utilise quoi? Les user services. Et on n'oublie pas, bien sûr, d'importer. Alors, pas stratégie, je pensais à service. Voilà, user service. On vient l'importer. Et donc ici, on va utiliser la méthode super. On ouvre nos accolades. Et donc, on va utiliser la fonction avec un JWT from request. On va utiliser la fonction extract JWT qu'on vient également importer ici. Donc, qui représente une classe qui va nous permettre d'extraire justement le token JWT. Alors, on n'oublie pas de mettre les simples codes, sinon il n'est pas content. Ok, là aussi. Tac. Là aussi et là aussi. Ok, et puis eux, ils viennent de la même dépendance, donc on peut les mettre sur une seule ligne. Ok. Donc ici, on utilise super, qui est une directive qui va permettre d'appeler le constructeur de classe parente. Et avec extract JWT, on vient extraire le token JWT. Et donc, on a également from auth header as a bearer token, qui est une méthode qui va elle-même extraire ça depuis notre requête HTTP. On peut rajouter plusieurs choses ici, comme ignore expiration, qu'on peut faire démarrer à false par exemple. Donc ici, c'est une option qui permet d'ignorer la vérification de l'expédition de token. Donc ici, on peut le laisser à false. Et si jamais, alors c'est important, votre JWT, du mal à le dire, pardon, le JWT secret, vous le mettez dans votre variable env. Donc je mets n'importe quoi ici, hein, c'est juste pour l'exemple. Et donc ici, on fait bien référence à notre token. Une fois qu'on a ça, on va valider le token. Donc on va faire une fonction asynchrone. Hop, une async function. Qu'on va appeler validate. Donc elle aura payload en paramètre. Payload de type JWT payload. Qu'on vient également importer depuis notre passeport. On fait une async function qu'on va appeler validate. Qui aura un payload en paramètre de type JWT payload. JWT payload. On ouvre nos accolades. Cette fonction va récupérer en premier lieu l'utilisateur. Const user est égal à await. On attend que la promesse soit résolue et on utilise this.userService pour accéder à nos services. .find one. Et donc ici, on va avoir payload sub. Si jamais j'ai le contraire de user, on lui donne une exception filter, une authorized exception, hop, qui est une exception qui nous permet de renvoyer une erreur d'authentification. Sinon, on return une variable qu'on va appeler result. Et donc ici, on va récupérer en destructuring. Password et result est égal à user. Et on renvoie simplement result. Pourquoi? Parce qu'ici, on va retourner l'utilisateur sans le mot de passe. Le mot de passe est dans password. Et nous, on renvoie le reste du coup des données avec le spread operator qui, je rappelle, renvoie une copie. Ok? Parfait, parfait. Alors ici, il y a un espace en trop et on est bon au niveau de notre stratégie. On va pouvoir commencer
par notre hôte module. Au niveau de notre module, ce qu'on va faire, première chose, c'est importer du coup user module. On va avoir besoin du module user. On va également importer, alors hop, on va se mettre à la ligne. Sinon, on va avoir une erreur. Hop, voilà. On va également importer passeport module. Alors, oups, passeport module qu'on vient importer depuis nest.passeport et on va utiliser la méthode register avec notre default stratégie qui est JWT. On vient également utiliser le JWT module .register avec notre clé secret JWT et ici sign option pour désigner une durée de vie de nos tokens. Donc ici 24 heures. Et donc là on importe les modules dont on a besoin. Maintenant ce qu'on va devoir faire au niveau de nos providers, c'est utiliser également le JWT alors stratégie. Hop, JWT stratégie qu'on vient également importer à ce niveau-là. Import. Alors il nous faut hop JWT stratégie. Il nous faut également le module JWT module et puis c'est tout. Alors pourquoi là il me dit que j'ai dû faire une petite erreur stratégie. Ah oui, une petite erreur. Ok, nickel. Donc on vient importer notre provider JWT stratégie et on va exporter également nos services. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire au niveau de notre module. Maintenant au niveau de nos services de hôte, donc tout ça on se les met de côté. On va ouvrir notre service. On va utiliser en premier lieu le constructor. Constructor, et on utilise donc private read only pour utiliser nos user services. Alors, oups. Tac. Voilà. Ensuite, on crée la fonction register pour l'inscription de l'utilisateur. Il va y avoir ici register user ou register DTO même. DTO qui va représenter, alors j'ai fait une faute, register DTO qui va représenter les données de l'utilisateur et qui va respecter du coup register DTO que l'on vient importer, donc notre classe DTO qu'on a créée. Hop, parfait. Ici, on vérifie si l'email existe déjà. Donc je vais faire une variable existing user est égal à await this.user service. Et donc on avait créé, je vous rappelle, la fonction find by email qui va récupérer du coup register.email. Donc si jamais il n'existe pas, donc si jamais on renvoie une bad request exception que l'on vient importer. Hop. Sinon, on crée l'utilisateur. Donc cons user, et donc là on va utiliser la méthode create de user service. Donc là on fait que d'utiliser les fonctions qu'on a créées ici au préalable. Alors non, pas celle-ci, pardon. User ici. User service. Donc on a utilisé find email pour vérifier si l'utilisateur existe. Et donc là, on est en train d'utiliser create pour créer l'utilisateur depuis l'authentification. Et donc là, on va générer un token. Donc je vais faire un const token est égal à 10 et on va utiliser, alors pas celui-ci, c'est generate token. Et on va utiliser user.id et user.email. Alors ici, on a une petite erreur, c'est parce qu'on n'a pas injecté du coup notre JWT service. Ici, on a injecté que user service.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la ligne ici. Hop, parfait. Et on va faire pareil, un private read online avec notre JWT service que l'on vient bien sûr importer depuis nest slash JWT. Hop, et ça, on peut mettre la petite virgule. Donc une fois qu'on a ceci, on est en train d'injecter du coup notre JWT service, dans notre service du coup de hot. Ok, parfait. Ensuite, une fois qu'on a ça, ce qu'on fait, eh ben, on retourne l'utilisateur sans mot de passe. Hop, donc const. Et on récupère en destructuring password et user without password. On lui dit que c'est égal à user. Et on return du coup notre user avec notre token. Et cette fonction-là, generate token, elle n'existe pas. C'est une fonction que l'on va créer. On va créer donc une fonction qui va générer ce token. Donc pour ça, je vais utiliser private pour que ce soit une génération privée. Donc elle s'appelle generate token. Elle récupère l'ID et l'email de l'utilisateur. Le tout sera un type string, donc une chaîne de caractères. On va faire un const payload. Alors là, on va lui dire directement que c'est égal à sub qui correspondra à user ID et email. Et on return du coup un 10.jwtservice.signin.payload. Hop, nickel. Et donc ça, c'est une fonction qui va générer un token. Un token qu'on génère à la création. Ok? Ensuite, une fois qu'on a ça, eh ben il va falloir faire la même chose pour le login. Donc, async function, login, qui va récupérer les données login DTO et qui correspondra à login DTO qu'on avait créé, notre classe DTO. Hop. Première chose, trouver l'utilisateur par son email. Donc on utilise find by email que l'on avait créé. On le recherche par rapport à l'email. Si jamais on a le contraire de user, eh ben, il n'est pas autorisé. On envoie une authorized exception. Hop. Et on peut lui dire email ou mot de passe. Bon, identifiant invalide, c'est parfait. Ensuite, on vérifie le mot de passe, donc qui est égal à await, et on va pas utiliser ça par contre. On va utiliser bcrypt. Alors, bcrypt, et on va comparer. Point compare. On compare donc login DTO password et user password. Hop. Donc on n'oublie pas d'importer bcrypt. Et ici, hop, on va les mettre à la ligne. Ok. Ok. Et si on a le contraire, du mot de passe, si c'est invalidé, etc., on envoie bien notre exception. Sinon, eh ben, on génère également un token. Donc const token est égal à 10 points et on utilise donc notre fonction generate token qui attend l'ID et l'email de l'utilisateur. Et on return du coup l'utilisateur sans le mot de passe, comme pour l'inscription, avec les données de l'utilisateur et bien sûr le token, en utilisant le spread operator. Ok, et donc là, on a la fonction login, et on a la fonction register qui utilise eux-mêmes nos fonctions user service. Donc vous voyez, le module est importé et le module va pouvoir être utilisé dans un autre module car il a besoin de celui-ci. Et là, on a vraiment structuré l'authentification de manière intelligente avec un module dédié à chaque service. Très bien, maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre en place Helmet pour sécuriser nos requêtes HTTP et également mettre en place les throttlers pour le rate limiting pour éviter du coup les spams lors de la connexion ou de l'inscription. Donc ici, on va se diriger directement sur le fichier main, c'est celui-ci qui va nous intéresser.
Et première chose, on va installer des dépendances dont on a besoin. Ici, npmi @nestjs/ et on va avoir besoin des throttlers pour la rate limit et helmet. Donc helmet, lui, pour sécuriser les requêtes HTTP. Une fois que c'est fait, eh ben, dans notre main, première chose, on active helmet. Donc on peut se mettre juste après et faire un app.use et use helmet. Helmet, bien sûr, que l'on vient importer juste ici. Et on n'oublie pas le petit point virgule. Donc de cette manière, on ajoute des headers HTTP de sécurité. Ensuite, ce que je vais faire pour éviter du coup tout conflit avec mes pages Next.js qu'on va faire juste après pour connecter notre application, on va rajouter un préfixe. Donc je rappelle app.setGlobal préfixe et on va lui donner donc le préfixe API. Ensuite, troisième chose, on a utilisé des pipes. Donc on va permettre globalement de vérifier du coup les données avec validation pipe. Donc pour ça, app.use global pipe. Et donc on va lui dire new, on va mettre ça hop directement à la ligne. Voilà. Et ici on va ouvrir nos accolades. On va utiliser whitelist true qui va supprimer les propriétés non définies dans le DTO. On va utiliser également forbid not was listed qui va retourner une erreur si la propriété est inconnue. Et on va également utiliser transform true, alors pas celui-ci, transform true, qui lui va transformer automatiquement les types. Ok, parfait. Alors ici, on va simplement faire virgule et espace et validation type, pipe, pardon. On va l'importer. Ok. Nickel. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre également les corses en place. Vous savez, les corses qui vont nous permettre d'éviter les attaques CRCF, les Cross-Site Request Forgery. Donc, c'est des attaques, je rappelle, qui consistent à faire des requêtes pour l'utilisateur sans son consentement. Donc, app.enable corse. Ici, on aura tout d'abord origine. Donc, on peut créer une variable d'environnement et ce sera http localhost 2.3001. On démarrera du coup notre application Nest.js directement depuis le port 3001. Ok. Donc là, on a notre premier paramètre, les méthodes. Donc on va accepter la méthode get, post, put, delete et également patch, même si on n'a pas de méthode en réalité put, puisque nous on utilise patch. Alors ici il y a une petite erreur, il attend le point virgule. On va utiliser également Alloid header, donc content type et authorization. Donc c'est une directive qui va permettre de définir les entêtes autorisées pour nos requêtes. On va également utiliser credential true. Donc c'est une directive qui permet de définir si les cookies sont autorisés pour les requêtes. Et un max age 600 qui elle va définir la durée de la politique de nos corses en secondes. Ok? Parfait. Alors ça, on n'en veut pas. Par contre, hop, il s'est rajouté en plus. Et donc là, on a bien activé nos sécurités au niveau du main, au niveau du global. Maintenant, il faut mettre en place nos rate limites. Et pour ça, on va aller sur le module principal. Ici, on va se mettre à la ligne. Tac, tac, tac. Là aussi. Et là aussi. Parfait. Ici, on va utiliser donc le throttler module. Le throttler module, on va utiliser la fonction forHot. Et c'est ici donc que l'on va pouvoir définir nos rate limites. On aura à chaque fois des objets. Hop. Des objets qui auront un nom. Donc par exemple ici, on aura la rate limite short. Un TTL, donc en millisecondes. Donc 1000 millisecondes qui représentent une seconde. Et la limite de requête. Hop, donc 3 requêtes
par seconde. Le throttler module, on l'importe. Hein. Hop, parfait. Et ici, on a une petite erreur parce qu'on n'est pas à la ligne. Ok. Parfait. Et donc, on crée la même chose pour les autres. Donc, on aura un médium qui lui fera, par exemple, toutes les 10 secondes, un maximum de 20 requêtes. Et longue, qui lui, par exemple, toutes les 1 minute, va faire 100 requêtes. Donc, on a 3 limites. Une limite longue de 100 requêtes toutes les 1 minute. Une requête médium, enfin une limite médium qui permet 20 requêtes toutes les 10 secondes. Et une courte qui permet 3 requêtes à la seconde. Maintenant, on va pouvoir mettre cette rate limite en place. Et pour ça, on va se diriger sur Hot Controller. C'est le seul contrôleur qui nous manque. Donc, première chose, le constructor. Constructor, private et read online au niveau de service. Service, bien sûr, que l'on vient importer à ce niveau-là. Et on va pouvoir commencer à créer nos fonctions. Donc, la première fonction qu'on va créer, la première route, ça va être la route post pour register. Register. OK. On va avoir un HTTP code. Alors, oups. HTTP code. Donc ici, on va donner le statut avec HTTP statut point created. Donc c'est une autre manière d'utiliser du coup les statuts. On peut directement utiliser par exemple les HTTP statuts qui nous retournent la même chose. Hein. Le 201. 201. Tac, tac, tac. On n'oublie pas post et HTTP code. Ok. Nickel. Ensuite, on va faire une async function qui va donc renvoyer la méthode register et on récupère le corps de la requête avec body. On aura donc register DTO et on n'oublie pas de l'importer également depuis nos classes DTO. Et donc, il va venir return un 10.hotservice.register avec register DTO. Sauf que on va appliquer une rate limite ici en utilisant le throttler. Alors, throttler avec 2T. Parfait. Et nickel. Donc ici, on aura default. Un objet default qui sera lui-même plutôt un objet avec une limite, on va dire, de 5. Hop, comme ceci. Donc, on est en train de dire 5 tentatives par minute pour l'inscription. On n'oublie pas d'ailleurs d'importer notre throttler. Alors, il vient pas de nestcommon, pardon. Lui, il vient de next/throttler qu'on a installé au préalable. Hop. Ok, donc là il y a une erreur, c'est normal, quand on va rajouter les directives, ça va disparaître. Hein. Et donc là, on a bien donc créé notre route pour la création avec une rate limite en utilisant la directive throttler. Et donc ça c'est bien parce que comme ça, de cette manière, on peut gérer du coup tout ce qui est spam, etc. On va faire la même chose pour le login. Donc on va utiliser le même default limite de 5 requêtes toutes les minutes. Sur la route login, HTTP code, on met un HTTP statut.ok. Et donc on récupère plutôt login DTO, les données de l'utilisateur qui va correspondre à notre login DTO qu'on avait créé au préalable. Et on utilise donc la fonction login qu'on a créée dans nos services pour authentifier l'utilisateur. Et donc là, on a exactement la même chose que register. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser notre guards qu'on avait créé pour vérifier si, quand l'utilisateur est sur la route profil, s'il est bien authentifié, s'il a bien le droit. Donc pour ça, on va aller chercher get profil. On va utiliser un HTTP code avec le HTTP statut OK. On va dire donc get
profil et on va utiliser donc la directive request. Alors, request avec une majuscule. OK. Cette méthode donc aura request en paramètre et elle va return directement. Alors, un message. Message. On va lui dire vous êtes connecté. Alors, vous êtes connecté. Et l'utilisateur, donc user, correspondra à la requête .user. Et là, on n'oublie pas le petit point virgule. Et on n'oublie pas notre méthode get. Sauf que là, on n'utilise pas le guard. Là, simplement, on lui dit que s'il est connecté, tu leur envoies un message. On n'est pas en train de vérifier réellement s'il est authentifié. Donc pour ça, on va utiliser @useGuard. Donc on va utiliser la directive useGuard avec JWT hotGuards que l'on vient bien sûr importer juste ici. Et donc de cette manière, la directive va déclencher notre guards qui lui va vérifier s'il a bien le token actif et s'il est bien autorisé à accéder à la page profil. Maintenant, nous pouvons tester. Ouvrons Postman. Nous allons faire donc une méthode post en allant sur l'URL 3000/API puisqu'on a mis un préfixe /hot/register. Je vais aller dans body, row. Dans notre texte, je vais bien préciser que c'est du JSON et je vais rentrer un objet JSON ici. OK? Alors, pour que ça fonctionne, veillez à bien mettre dans votre variable env le port 3000 puisque lorsque l'on va lancer hop, npm run start .dev, alors je suis pas dans le dossier backend, cd backend, donc npm run start .dev, on sera sur le port 3000, donc il faut autoriser le 3000, le port 3000. Je retourne donc sur Postman, je vais envoyer donc mon send et j'ai bien ici un statut 201. Je l'ai bien créé, il me returne bien l'utilisateur. Vous voyez, j'ai bien l'ID, le nom, l'email, le rôle, etc. et le token qu'il a généré. Maintenant, si je viens ici, au niveau de Néon, et que je rafraîchis ma database, j'ai bien l'utilisateur. Et au niveau du password, vous voyez, je n'ai pas le password que j'ai indiqué en clair dans mon objet, qui est mot de passe 123. Il est venu me le hacher. Et donc là, j'ai bien un utilisateur qui est entré dans ma base de données et qui a respecté toutes mes barrières de sécurité. Et c'est donc la fin de cette vidéo, de cette première partie. Dans la seconde partie, nous montrons une application Next.js qui va venir consommer du coup notre backend Nest.js. Donc restez à l'affût, elle va sortir d'ici quelques jours. J'espère en tout cas que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et un petit pouce, ça coûte rien et ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine la team et surtout, prenez soin de vous.